Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais faire le petit point annuel sur où en est mon patrimoine. Donc on va regarder combien est-ce que j'ai en cash, en IMO et en actions. Pourquoi est-ce que je traque mon patrimoine? Simplement parce que c'est un des chiffres à traquer pour mesurer à prendre en compte pour mesurer son niveau de liberté. Et tout simplement parce que plus tu as de patrimoine, plus tu peux faire ce que tu veux de ton temps. Et aujourd'hui mon objectif principal c'est de récupérer plus de contrôle sur mon temps justement. Donc c'est pour ça que je mesure ça. Par contre, il faut faire gaffe à pas passer son temps devant son graphique de patrimoine, parce que je pense que ça peut être assez satisfaisant, et plutôt se concentrer sur mettre en place chaque jour les actions pour atteindre son objectif, et juste faire un petit point de temps en temps. Donc moi je profite de cette vidéo pour faire le bilan. Donc je vais découvrir le montant avec vous, hein, même si j'ai une idée à peu près de à combien j'en suis. Donc c'est parti, je vais regarder combien j'ai en cash. Donc là il y a 30 500 plus 6 000. Donc 36 500 de cash. Donc ça c'est un niveau de cash qui me convient aujourd'hui. Ensuite en immobilier, donc j'ai un appartement qui est loué en colocation. J'évalue sa valeur approximativement à 300 000 euros. Je pense qu'on est à peu près à ça. Et sur cet appartement, j'ai encore un crédit. Donc c'est un investissement que j'ai fait en 2020 avec un crédit sur 20 ans à un taux de 1,1%. Donc il me reste là 170 100 euros à rembourser. Bon, je vais mettre 170 pour arrondir. Et je rappelle d'ailleurs que pour calculer son patrimoine, on prend la valeur de nos actifs, donc combien on a en cash, la valeur de nos biens immobiliers, la valeur de nos actions, de nos ETF, de nos obligations, de nos matières premières, tout ça. On déduit les dettes qu'on a, et voilà, ça donne simplement notre patrimoine net. Le patrimoine brut, donc sans déduire les dettes, il n'a pas grande utilité. Donc l'immobilier, c'est par ça que j'avais commencé, et quand je faisais mes études en école d'ingé, je regardais tout le temps, je passais mon temps à regarder les vidéos de toute la niche liberté financière, donc business en ligne, bourse, immobilier, et donc quand j'ai fini mes études, le premier truc que j'ai voulu faire, c'était l'investissement immobilier. Donc j'ai fait ça un an après d'avoir commencé à travailler. J'étais d'ailleurs en micro-entreprise, et avec donc moins d'un an de micro-entreprise, au moment où j'ai demandé le crédit, j'étais à 11 mois. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui sont en micro-entreprise ou qui n'ont pas encore 3 bilans, à qui on dit, qu'on a réussi à convaincre que c'était pas possible de faire des crédits immobiliers, d'investir dans l'immobilier, etc. C'est faux. Faut juste persévérer un peu plus. En tout, j'avais appelé une quinzaine de banques. Sur les 15, il y en a 12 qui m'ont dit qu'ils n'allaient pas pouvoir me faire de crédit, donc ça ne servait même pas à quoi que ce soit de faire un rendez-vous. Donc j'ai eu 3 rendez-vous. Sur les 3, il y en a 2 qui ont dit super projet, bonne rentabilité, blablabla. Mais on ne peut pas vous suivre puisque vous n'avez pas 3 bilans, vous êtes micro-entrepreneur, etc. Et il y a une banque qui a accepté. Donc le truc déjà, c'est d'aller dans des banques, je crois que ça s'appelle des banques mutualistes. En tout cas, c'est les banques dans lesquelles la décision d'accorder un crédit ou non, elle se fait au niveau de l'agence même. Et parce que dans ce cas-là, tu peux au moins, tu peux convaincre quelqu'un, quoi. Il y a le côté humain qui rentre en jeu. Donc si tu arrives à convaincre la personne le conseiller qui est face à toi, de te prêter l'argent, après cette personne-là n'a plus qu'à convaincre le directeur d'agence. Alors que il y a beaucoup de banques où en fait ils se contentent de cocher des cases, des checkbox, et ensuite c'est envoyé au-dessus. Et à ce moment-là, si tu rentres pas dans les cases, c'est mort, quoi. Après, ce qui a joué en ma faveur, c'était que déjà l'opération était rentable, c'était un cash flow positif. Et aussi que j'avais des revenus qui étaient pas mal. En fait, rationnellement, j'étais un bon profil à qui prêter, c'est juste que ça rentrait pas dans les cases par défaut, quoi, du CDI et tout ça. Mais donc j'étais freelance à peu près 8 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires par mois. Donc voilà, rationnellement, il n'y avait aucun problème pour rembourser le crédit, même si le bien n'était pas loué, quoi. Donc j'avais mis en avant à la fois la rentabilité du bien et puis ma situation financière réelle. Donc voilà, ça avait fini par passer, donc faut pas se laisser décourager par ces histoires de 3 bilans ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs au passage, la banque en question, c'était le CIC. Par contre, j'ai pas pu avoir toutes les conditions parfaites, donc j'ai pas pu emprunter à 110%, donc avec les frais de notaire et tout. Ils m'ont laissé emprunter seulement la valeur du bien, donc c'était 214 300 euros. Et après, j'ai dû apporter les frais d'agence, les frais de notaire, puis les travaux, les meubles. Donc au total, j'ai dû rajouter à peu près 50 000 de cash. Donc voilà, pour opération totale de 265 000 euros. Et l'appartement, c'était un 4 chambres plus un double séjour, et il y avait un cellier qui servait à rien. Donc j'ai fermé le double séjour, quoi, pour qu'il y ait juste un petit séjour normal, que ça fasse une 5e chambre. Ensuite, on a ouvert le cellier pour que ça fasse une plus grande 5e chambre. Par contre, les travaux, c'était pas de tout repos, parce que donc j'avais fait faire ça par une entreprise.
Et le jour où les travaux devaient commencer, je reçois un SMS donc, du mec qui gérait les travaux. Et donc il m'envoie une photo de mon appartement avec les travaux ont démarré. Et le problème sur la photo, c'est que il manquait un bout. En fait, ils avaient enlevé un mur qui n'était pas censé manquer. Donc je lui dis, et en fait moi quand ce genre de choses arrive, je suis un peu bouche bée quoi. Quand il y a, on va dire, une négligence à laquelle je me serais jamais attendu, ou quand on me répond un truc que je trouve complètement à côté de la plaque, je sais jamais quoi répondre parce que je suis complètement bouche bée. Donc je lui réponds, mais est-ce que c'est mon appartement sur la photo? Et il me répond, bah oui c'est votre appartement, on a commencé les travaux. Et donc là je lui dis mais en fait ce mur là fallait pas l'enlever, c'est pas le bon mur. Et là il me fait, ah bon bah je comprends pas, bah si, gna gna gna. Et là je lui dis non. Et là, il vérifie le devis. En fait, il avait fait, lui, c'était un mec qui faisait les travaux de mémoire. Voilà, il a pas relu le devis. Et donc, en relisant le devis, bah, il a vu, ah oui, c'est vrai. Et donc, bon, il a remis le mur. Et bon, ensuite, il a fait ce qu'il fallait. Mais voilà, je trouve ça assez fou. Et moi, je suis pas très bon pour tout ce qui est relancer par téléphone, râler par téléphone, etc. Donc, c'est là que j'ai remarqué que l'immobilier, ça jouait pas trop sur mes forces. Ensuite, pareil, je l'ai mis en gestion, donc, parce que je voulais pas le gérer moi-même. Ça valait pas le coup, surtout que j'habite pas sur place. Alors je l'ai mis en gestion. Première agence où je le mets, franchement, quand je reçois les photos qu'il a fait, c'était comme si un enfant de 5 ans ivre-mort avait pris les photos avec un vieux téléphone, quoi. C'était vraiment une honte, je comprends même pas comment c'est possible d'être mauvais à ce point. Et pareil pour l'annonce, hein, c'était un bloc de texte sans sauter à la ligne, complètement impossible à lire en fait. Donc bref, j'ai changé d'agence, après avec l'agence suivante, donc l'agence actuelle, ça s'est mieux passé, ça s'est bien passé. La première année, il était complètement loué. Après, l'année dernière, par exemple, il y a eu... donc il y avait l'état des lieux d'entrée, donc les locataires ont été trouvés, ils étaient censés rentrer dans l'appartement. Et là, ils se sont rendus compte à l'état des lieux qu'il y avait des punaises de lit. Donc, bon, ça aurait dû être vérifié avant, mais moi je fais confiance, comme d'hab. Et donc, le temps qu'une entreprise intervienne et que ce soit réglé, et bah, ils avaient tous trouvé un autre appartement. Et donc, bah, une fois que la saison de recherche des étudiants est passée, et bah, il n'y a plus grand monde qui cherche des colocations, donc j'ai eu une année avec en gros une chambre louée sur l'année. Donc au moins il y avait de la place, il devait être content, mais moi un peu moins. Et donc là cette année je me suis forcé à envoyer plein de mails pour être sûr qu'il fasse ce qu'il faut quoi, mais voilà, c'est un petit peu chiant. Après malgré tout ce que je dis, je conseille quand même à toute personne qui a comme objectif de gagner en liberté, de faire croître son patrimoine, de s'enrichir, tout ce qu'on veut, de quand même faire de l'IMO, au moins d'essayer de faire une opération, parce qu'il y a des personnes à qui ça correspond complètement. Globalement, c'est les personnes qui aiment mettre les mains dans le cambouis, quoi, qui aiment être sur le terrain dans le monde réel, qui aiment appeler les gens, envoyer des mails, râler au téléphone, peut-être faire des travaux eux-mêmes, ce genre de trucs. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans, mais c'est pas trop mon cas, donc c'est pour ça que maintenant je me concentre plus du tout sur l'immobilier. Je referai peut-être dans ma vie, j'imagine quand même, des opérations immobilières, mais je ferai que de la location simple, long terme. En fait, pas de colocation, ni je sais que je ferai pas non plus de location saisonnière. Si je le fais, c'est vraiment dans un but de diversification et que ce soit vraiment passif. Mais voilà, après ça fonctionne, hein, ça fait partie des moyens viables de s'enrichir. Donc, faut tester. Et pas de regret de l'avoir fait, puisque de toute façon, la majorité de l'argent a été emprunté, et à un taux de 1,1%. Donc, il a pas du tout besoin d'être loué en entier pour que ce soit rentable, quoi. Déjà, à partir du moment où ta rentabilité elle est supérieure au taux du crédit, tu es déjà en train de t'enrichir. Et puis, c'est de l'enrichissement qui se fait avec de l'argent que tu n'as pas sorti de ta poche, mais que tu as emprunté. Donc, si tu calcules la performance de l'opération globale, ce sera toujours largement inférieur à la bourse, hein. Si tu calcules, je parle de performance, hein, donc tu prends les cash flows encaissés, plus la plus-value finale, donc le CAGR. Ce sera toujours inférieur à la bourse, mais après, si tu calcules ta perf sur le cash que tu as mis, là, c'est déjà beaucoup plus intéressant, et les banques, elles prêtent pas pour acheter des actions, donc ton endettement, de toute façon, si tu l'utilises, c'est pour l'immobilier. Donc voilà, c'est intéressant. Après, plus tu t'endettes, plus ton risque augmente, donc il y a aussi ça à prendre en compte, mais bon, comme là, j'en ai qu'un, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà pour l'immobilier, je crois que j'ai fait le tour, d'ailleurs, je crois que j'ai été un petit peu long, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant on passe aux actions, donc je vais voir mes deux comptes Interactive Brokers. Donc au moment où je fais la vidéo, il y a 78 400 € sur le premier. Ok, et ensuite le deuxième, je me connecte. Et sur celui-ci, il y a 29 000, et d'ailleurs du coup je vois que j'avais oublié du cash en fait qui était là. Donc j'ajoute plus 29 200, et pour le cash, je rajoute
6200. Donc sur les actions, j'en suis à 107 600 euros. Donc ça, c'est ma plus grosse satisfaction de l'année parce que l'année dernière, j'étais à 35 000. Donc là, ça a fait plus 70 000. Donc à peu près x3. x3 sur ce que j'ai en actions. Une partie c'est des investissements, une autre partie c'est des plus-values latentes. Et faut aussi se dire que sur les 107 000, là il y a à peu près 45 000 qui sont des plus-values. Et donc une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, et j'ai une note d'ailleurs que je garde avec la liste des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, l'une d'entre elles c'est de m'être mis au stock picking et d'avoir fait l'effort d'apprendre comment faire, de m'y mettre sérieusement. Parce qu'après l'immobilier, quand j'avais décidé que j'allais aussi maintenant commencer à investir en bourse, je m'étais demandé est-ce que je fais la stratégie passive où j'achète un ETF S&P 500 tous les mois et voilà, je m'en occupe pas et je vais faire autre chose de ma vie, quoi. Ou bien est-ce que je m'y mets un peu plus à fond, j'apprends à faire du stock picking pour mieux performer, même si j'entends partout que c'est apparemment impossible. Et puis je me suis dit que j'allais pouvoir faire d'une pierre deux coups, donc aussi créer du contenu et un business en ligne par rapport à ça, ce qui allait en plus me forcer à être meilleur en investissement et donc faire comme ça un cercle vertueux. Et puis aussi, un des trucs qui m'a fait choisir le stock picking, c'est justement cette histoire de c'est impossible de battre le S&P 500, les professionnels, blablabla, l'étude Spiva ou je sais pas quoi. Il y a un pattern que j'ai remarqué auquel je fais maintenant super attention, c'est que quand il y a beaucoup de gens qui disent qu'une chose est impossible et que pour le justifier, ils sortent des études, en général, c'est que la meilleure décision que tu puisses prendre, c'est de faire la chose en question. Je sais pas exactement comment ça s'explique, quel est le mécanisme, mais c'est un truc qui se vérifie, je trouve, assez souvent. Je pense que ça vient simplement du fait que c'est des personnes qui ont une logique de la plupart des gens n'arrivent pas à faire ça, donc puisque il y a des chances que tu rates, alors ne le fais pas. Fais plutôt ce dont tu es sûr de pas rater, sauf que les trucs que tu es sûr de pas rater, tout le monde y arrive, donc ça a aucun intérêt, quoi. En fait, les choses qui valent le plus de coups de fer, c'est justement les choses que peu de gens arrivent à faire. C'est là où tu as les plus gros rewards, quoi. Donc ça vaut pour créer sa boîte. Si tu regardes les statistiques de réussite en entrepreneuriat, pareil, tu peux justifier de jamais lancer ta boîte. Quelle est la proportion des des youtubeurs qui vivent de leur chaîne YouTube? Pareil, tu dois pouvoir trouver une stat qui te montre que c'est pas la peine d'essayer. Alors qu'au final, je pense que ça fait justement partie des meilleures décisions qu'on puisse prendre dans une vie. Et donc le stock picking, pour l'instant, ça s'annonce comme l'une de ces décisions. Parce que là, si je continue comme ça, et même si ma performance baisse, avec les fameux intérêts composés et la patience, c'est rationnel de penser que dans cette case, un jour, il y aura un montant à 8 chiffres. Donc, on verra ça. Et donc, pour le total, donc en actif, ça fait donc 450 000 de patrimoine brut. On soustrait la dette, et donc ça fait un patrimoine net de 280 300. L'année dernière, c'était 218 000, donc ça fait plus 62 000. Donc il y a plusieurs années, j'aurais pensé qu'à mon âge actuel, je serais plus loin que ça. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça avance dans la bonne direction, à un rythme correct. Là, c'est plus 30% par rapport à l'an dernier. Et j'ai conscience que ça va accélérer dans les années à venir. Donc je me concentre sur la progression. Mais par contre, c'est important pour les personnes qui regardent mes vidéos et qui sont plus jeunes, qui ont 25 ou même 20, voire même 15, de ne pas procrastiner et de commencer à agir dès maintenant, parce que j'ai eu conscience qu'on pouvait investir, entreprendre, tout ça. J'ai découvert tout ça à 23 ans sur YouTube, mais j'ai commencé à investir à 27 et j'ai commencé à faire des vidéos YouTube à 29. Donc voilà, il y a eu un délai qui n'était pas nécessaire. Donc voilà, on verra où ça en est dans un an, fin 2025. Normalement, la barre des 300 000 aura été bien dépassée. Et si vous voulez partager aussi l'évolution de votre patrimoine en commentaire, allez-y. Et puis pour terminer cette vidéo, si vous voulez utiliser mon site Gram pour analyser vos actions et rejoindre ma communauté privée, vous avez le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!